Dites-vous que là, on est en train de kiffer notre vie avec Andor, mais après, faudra se taper des Ahsoka, des Mandalorian versus Grogu, des Star Wars 10, les aventures de Rey. Je n'en peux plus. Andor saison 2, épisode 4, 5 et 6. Comme d'habitude pour ces vidéos hebdomadaires que je fais de Andor saison 2, il n'y aura que des spoilers. Donc si vous n'êtes pas à jour concernant Andor, quittez cette vidéo car je vais tout spoiler dans 3, 2, 1, c'est parti. Juste une petite rectification par rapport à la semaine dernière, j'avais dit que cette planète c'était bel et bien Gorman, donc la planète de ces épisodes-là d'aujourd'hui. C'est une erreur, c'est ma faute, j'avais confondu, pourtant il y a marqué, my bad, mais ça n'enlève pas le fait que ce que je disais par rapport à cet épisode-là était vrai, c'est-à-dire que ce moment-là, qui était beaucoup critiqué sur internet par rapport à elle, qui fait de la techno, du coup dans cette séquence-là, qui est à fond dedans, c'est génial. Je veux dire, il y a des gens qui disent ouais, c'est pas Star Wars, mais c'est génial parce que c'est elle qui kiffe un dernier moment de cette vie-là parce qu'elle sait que ça va dégénérer. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Il faut savoir un truc concernant les 3 épisodes d'aujourd'hui. Ils sont scénarisés par Beau Willimon. Alors ça, c'est pas Beau Willimon, c'est Andy Serkis, mais Beau Willimon, c'est le scénariste de l'arc prison de Andor, qui est considéré comme le meilleur arc de la série pour l'instant. Et c'est aussi le scénariste du coup du film Star Wars qui va sortir, réalisé par James Mangold, qui se passe 25 000 ans, du coup, les événements de la saga Skywalker. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il a clairement prouvé que c'était un bon scénariste. Comme c'était annoncé, on a bien compris que les épisodes d'Andor saison 2 seront à chaque fois avec un an d'écart, hein, 3 épisodes par semaine, un an d'écart. Là, c'est encore le cas. Et on voit cette fois-ci une Bix qui est complètement traumatisée par ce qu'elle a vécu, par son rêve, encore une fois, par ce docteur qui lui a fait du mal. Mais cette fois-ci, il y a une différence. Elle n'est pas avec sa famille, mais elle est avec Cassian. Et j'aime bien les voir en couple, pour le coup. Je trouve ça vraiment important pour l'histoire parce que justement, c'est ça qu'il faut sauver aussi. Un petit rappel, hein, vous luttez contre le fascisme, non pas que pour la liberté, mais aussi pour la liberté d'aimer, pour la liberté d'être en couple aussi. Sauver l'amour, c'est important, et c'est ça qui est vraiment essentiel, je trouve, et c'est bien, je trouve, de mettre en avant cet amour comme ça dans l'œuvre de manière générale. Je trouve que c'est touchant de une, je trouve qu'ils ont une alchimie qui est absolument superbe dans l'œuvre, et c'est ça aussi la force de la série. Mais c'est vrai que là, ils sont à Coruscant, une grande ville et tout, mais ils n'ont pas une vie normale. On le voit, hein, Cassian est 100% parano par rapport à tout ce qui se passe pour le coup, parce que être dans la résistance et un fugitif, en réalité, c'est ça. Tu peux pas vivre normalement. Il faut se cacher, tu peux pas aller au parc, comme ils disent. Il faut vivre avec cette paranoïa constante afin de se protéger soi-même, mais aussi de protéger ses proches. Et c'est pour ça que c'est important d'être discret et de ne pas faire des bêtises, d'avoir une routine, un code, des règles très simples qu'il ne faut pas briser. Mais on va le voir après que, en fait, elles sont brisées, ces fameuses règles. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est que Cassian, il parle vraiment de résultats. Lui, il est intéressé par le fait de réussir, mais contrairement à d'autres, il ne veut pas sacrifier cet amour-là. Pour lui, ce qui compte, c'est sauver des gens. On l'a vu toute la série, il est prêt à faire tout pour la rébellion, mais si ça signifie tuer des gens qui sont proches, des gens qui n'ont pas fait de mal, il n'a pas envie de le faire. Et ça, c'est ce qui le rend vraiment humain par rapport à ça, et c'est ça qui va être fort, c'est qu'ils vont avoir les traumatismes, les deux, elle par rapport au docteur, lui par rapport à plein de choses, mais ils vont essayer de faire face à ces traumatismes ensemble. Et on le voit, hein, il est complètement traumatisé au point de se droguer, au point de regarder la télé, manger n'importe quoi, de pas faire attention à son appartement, de pas le nettoyer. Elle souffre réellement, elle est en train de sombrer et elle a besoin d'aide. Et c'est pour ça que je trouve que la scène où il se revoit dans l'épisode 6 est vraiment touchante parce qu'il est parti pendant un moment, elle a commencé un peu à vriller, mais leur moment de rencontre est touchant. Il y a une tension aussi sexuelle qui est jolie, qu'on voit pas souvent dans Star Wars, qui est vraiment bien. Il y a un truc vraiment sincère, beau, et t'es vraiment content quand tu vois ce couple parce que c'est ça, encore une fois, que t'as envie de sauver. Et si on parle de choses horribles, genre du fascisme, j'aime beaucoup aussi l'arc de Mon Mothma qui est bien moins présente évidemment durant ces 3 épisodes, mais qui aura une importance capitale. C'est par rapport à ce Sénat où ils ont une sorte, je sais pas, d'hymne ou de speech à dire à chaque début de Sénat, j'imagine, à chaque début de session plénière, si on peut appeler ça comme ça. Et elle le fait pas. Elle commence à le dire au début, mais tu vois que ça lui fait du mal de dire ces mots-là, parce que c'est la propagande, c'est un mensonge, et au fait, c'est juste le symbole que le Sénat n'a pas de pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est l'empereur, c'est l'empire de manière générale, et ils sont juste là pour faire de la figuration, entre guillemets, et ça lui fait beaucoup de mal. C'est pour ça qu'elle lutte contre ça, et lutte contre le fascisme, et son arc à elle, ces épisodes-là, c'est d'essayer de convaincre des gens de voter. Parce qu'elle croit encore en la démocratie, même si on l'a vu, hein, la démocratie est complètement dominée par une force autoritaire, c'est juste
quelque chose qui est symbolique plus qu'autre chose, mais elle va voir des gens qui sont dans la rébellion. Bail Organa, qu'on connaît évidemment depuis longtemps dans la saga Star Wars, un très bon recast ici pour le coup, il ressemble vraiment, je trouve, et ça qui va être important, c'est elle qui essaie de convaincre des gens, et en espérant que ça fonctionne. Je pense qu'on verra beaucoup plus d'elle par la suite, mais ça montre à quel point c'est difficile de faire avancer les choses, et à quel point il faut faire des manigances pour s'en sortir. Et j'ai envie de faire une pause, entre guillemets, mise en scène par rapport à ce qu'on a vu dans ces épisodes-là. Bon, encore une fois, c'est toujours très bien filmé, il y a des magnifiques plans, une belle composition, t'y crois à fond, c'est toujours beau, différent, les décors font super vrai à chaque fois. T'y crois, franchement, de A à Z. C'est la seule série Star Wars, et même par rapport à des films Star Wars, je trouve que là, t'y crois à fond, t'es vraiment dedans, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est intéressant, c'est la différence de filmer les différentes intrigues. C'est-à-dire que tout ce qui va concerner Cyril sera un peu filmé de manière thriller d'espionnage. Pas mal de cuts, beaucoup de regards entre les personnages, il y aura pas mal de moments où ils vont marcher de manière un peu tendue, parce que justement, ils vont se regarder, ils vont voir qu'il y a un espion, qu'il n'y a pas un espion. Ces grands endroits ouverts, encore une fois, magnifique scène, décor splendide. Et c'est là qu'ils vont mettre l'accent durant cette intrigue, c'est sur la tension et ce côté vraiment espionnage qu'on voit dans beaucoup d'œuvres cinéma, séries, et là ils le font vraiment bien. Lorsqu'on sera en politique, la mise en scène sera bien plus focus sur les petites discussions, les petits échanges, les magouilles et ces choses-là, et le côté luxueux, encore une fois. Mais lorsque ça sera la politique de l'Empire, eh bien c'est toujours très blanc. Vous savez, le blanc, c'est un peu le symbole de la pureté, c'est un peu quelque chose qui montre la domination par rapport aux autres personnes, et c'est pas pour rien que ça ressemble à ça. Toujours des décors très vides et tout. Le froid fasciste est important dans cette œuvre, et en même temps, l'opposé, la rébellion qui est sale, qui se cache presque, t'as l'impression, en nature, avec des trucs qui bidouillent à droite à gauche, ils ont pas les moyens, ils se droguent presque, t'as l'impression d'en parler après. Il y a un truc vraiment où ils sont de nuit, ils sont cachés, et ils deviennent un peu fous par rapport à ça, et ils le montrent vraiment par la mise en scène, et il y a des séquences qui ressemblent à des films. Mais là où j'ai le plus aimé, moi, la mise en scène, c'est par rapport aux deux personnages, Cassian et Bix. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une mise en scène un peu voyeuriste, c'est-à-dire qu'on voit ce couple qui est en train de presque se décomposer. On va se rapprocher d'eux au fur et à mesure, il y a plein de séquences dans ces épisodes-là où on se rapproche d'eux, la caméra tout doucement, et on laisse les acteurs jouer. C'est ça que j'aime beaucoup, vraiment, ils seront dedans, et c'est les acteurs qui vont faire le taf, et la caméra qui va littéralement tout doucement se rapprocher pour que nous, on intègre ce couple de manière voyeuriste, on va dire. Et en même temps, ce qui est bien, c'est qu'il les laisse jouer, et l'espace entre les deux, là j'ai pris ce plan parce qu'il est vraiment important, je trouve. Ils ont un désaccord durant cette séquence, ils sont en train de débattre, du coup ils sont loin, et plus ils se mettent d'accord dans cette séquence, plus ils se rapprochent et se réconfortent, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est ces longs plans sur eux, ou alors les plans un peu plus, on va dire, cutés, mais avec des espaces entre eux, qui sont vraiment bien, parce que ça montre leur écart idéologique à certains moments, et comment ils vont faire pour se rapprocher. Et il y a plein de séquences que j'ai adorées, d'un point de vue musical. Cette séquence fait beaucoup penser à Padmé dans l'épisode 3, pour le coup, je trouve, mais la musique de manière générale dans la série est super, pour le coup, et ça c'est vraiment bien, et cette séquence-là est géniale, je trouve aussi, et ça symbolise beaucoup leur relation et la manière dont elle souffre. Donc en fait, le fait d'avoir une mise en scène différente en fonction des intrigues est vraiment génial. Pourtant, c'est le même réalisateur qui a fait les 6 épisodes, mais on sent vraiment la consistance entre les différentes intrigues, et ça qui est vraiment fort. Et il y a un build-up vraiment génial par rapport à l'épisode final. Je veux dire, ces 3 épisodes-là sont faits comme un arc, évidemment, sur une année, et t'attends l'épisode final de cet arc avec beaucoup d'impatience, et ils réussissent vraiment à faire ça très bien. En plus de ça, j'aime bien les petites touches comme le générique, avec cette fois-ci non pas une musique, mais la radio d'espionnage, et je trouve que ça donne une touche vraiment intéressante par rapport à la résistance. Et je trouve que Gorman, ou Gorman, comme ils disent du coup en anglais, est vraiment réussi. Premièrement, quand t'arrives sur Gorman, t'as une sorte de musique un peu féerique, mignonne, et il y a des gros enjeux. Tu sais ce qui va se passer sur Gorman, tu connais leur plan, et il y a un peu aussi ces violons à la parisienne, et des bâtiments un peu inspirés, on dirait des bâtiments haussmanniens, un peu ici, peut-être je suis un peu fou, j'en sais rien, mais je l'ai un peu vu comme ça, et les décors sont géniaux, je veux dire, chaque séquence est brillante en termes de construction de décors, de world building, ils sont vraiment à fond. Et ce que j'aime beaucoup dans cette séquence-là tout de même, c'est que Cyril est clairement un méchant depuis le début. Je veux dire, il bosse pour l'Empire, littéralement les nazis, mais ce qui est intéressant, c'est que là, il est surveillé. Du coup, on se demande vraiment s'il est surveillé par la résistance, c'est notre théorie au début, mais on se demande aussi si l'Empire lui fait vraiment confiance. Ça, c'est intéressant, je trouve. Et on se demande surtout, de manière assez intelligente, si c'est bien de ressentir ce qu'on ressent par rapport à lui. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que lui, narrativement, c'est le protagoniste de cet arc narratif. On est de son côté d'un point de vue narratif. On veut qu'il arrive à réussir sa mission. Pas d'un point de vue idéologique, mais d'un point de vue dramatique, c'est ce qui est intéressant pour le spectateur, c'est que lui réussisse. Et c'est ça qui est fort, c'est que t'es pas du tout d'accord avec lui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, et tu dis c'est quelqu'un qui peut être manipulé.
Donc, est-ce qu'il va potentiellement rejoindre la résistance, se sacrifier pour la résistance, ou est-ce qu'il va complètement être consommé par les deux femmes qui lui ont fait du mal, par un nouvel homme qui rentre dans sa vie, qui le fait un peu plus accepter sa propre existence, on en parle après. C'est ça qui est intéressant, c'est que narrativement, on est avec lui, idéologiquement, pas du tout. Mais c'est ça qui crée de la tension et de l'intérêt pour son arc. On le voit, hein, la relation avec sa mère est toujours problématique. Il se fait d'ailleurs moquer par sa mère qu'il habite plus à Coruscant, la grande capitale galactique, et il est là sur une planète un peu balèque. Il y a beaucoup de mépris hein, de la part de sa mère, évidemment. Et il y a même une phrase par rapport à son couple qui a été cassée visiblement. Du coup, sa mère n'est pas au courant de tout. C'est ça que je trouve assez intéressant. Mais ce qui nous intéresse, nous, évidemment, et je pense les Français de manière générale, c'est de voir la résistance française. Parce que oui, c'est la résistance française, en tout cas inspirée par la France. D'ailleurs, Tony Gilroy l'a confirmé en interview récemment, et ça se ressent de plusieurs manières différentes. Premièrement, il parle français, on dirait, mais du point de vue de quelqu'un qui ne comprend pas le français. Si je parlais pas français, c'est comme ça que j'imaginerais le français. Et en plus de ça, il y a un peu de mélange par rapport à l'allemand. C'est pas pour rien qu'ils ont pris du coup des acteurs français et allemands pour jouer ces personnages. Et d'ailleurs, l'acteur qui est là, Richard Samel, ou je sais pas comment on dit en allemand, bah, c'est un acteur qui a, je pense, gagné en popularité parce qu'on connaît tous son visage. Hein. C'est le mec dans Inglourious Basterds, le nazi, qui se prend la batte de baseball au début du film. Donc là, c'est cool qu'il joue un résistant parce que pour la majorité des gens, il est connu comme un nazi. Donc ça, c'est assez intéressant. Et je veux dire, tout va avec. Hein. Les bérets, les vêtements, le fait que bah, la planète soit une planète connue pour la mode, le luxe, le statut social de la planète, c'est clairement la France, entre guillemets, comme grosse inspiration. Et j'aime beaucoup le travail de photographie aussi durant cette séquence-là, parce que là, c'est clairement une réunion de la résistance un peu cachée, avec la lumière sur les leaders et le peuple, entre guillemets, qui se cache, qui n'assume pas forcément. Mais encore une fois, c'est la France par rapport aux manifestations. Et c'est intéressant qu'il y ait des manifestations, parce que ça veut dire qu'en fait, dans l'Empire galactique, ou en tout cas sur cette planète, les manifestations sont autorisées. Ils n'ont pas encore commencé à écraser les manifestations. Ça, c'est important. Et en plus de ça, tu comprends pourquoi il y a une manifestation. C'est par rapport, du coup, à Grand Moff Tarkin qui a tué 500 personnes et qui a détruit la paix et la prospérité de Gorman. Et c'est ça qui va être fort. Et on va le voir, je pense, hein, dans la série. Je pense que le prochain épisode, ou en tout cas la semaine prochaine, on va voir ce massacre créé par Grand Moff Tarkin. Je ne sais pas si on verra Grand Moff Tarkin pour le coup en CGI et tout comme dans Rogue One, mais en tout cas on va voir le massacre. Pour moi c'est assez évident, ça va être difficile à regarder mais ça va être intéressant parce que justement ce massacre commémoré en plein milieu de la ville, il est récent, il est traumatisant. Je veux dire, le mec c'est peut-être il y a 15 ans quoi, pour le coup même pas, parce que du coup l'Empire là ça fait même pas 20 ans qu'il existe, j'imagine. Star Wars 3 c'est moins 19 et là on est en moins 3, donc bon bref, tu vois, ça fait on va dire 10 ans que ça arrive et il y a des gens qui l'ont vécu, qui l'ont vu. Et pourtant, ils bossent encore là. Ils sont encore là, en train de bosser devant le massacre de son père. Et ça que j'aime beaucoup dans Andor, c'est ces petits moments de personnages, d'acteurs qui jouent super bien, et c'est touchant, en fait. Et c'est ces petits moments-là que tu as envie de sauver encore une fois, et c'est pour ça que tu es du côté de la rébellion, et contre l'Empire aussi, parce que tu vois la souffrance qu'ils ont créée, et à quel point ils obligent les gens de rester là, entre guillemets. Donc je trouve ça vraiment fort. Et en même temps, bah, de l'autre côté, tu as tout ce qui concerne Cyril, sa femme aussi, son couple qui est quand même très étrange parce qu'il y a un vrai manque d'intimité dans son couple, donc tu sens qu'il est plus utilisé qu'autre chose, et c'est le parallèle entre leur couple à eux et en même temps le couple de Cassian et Bix. On voit le fossé entre l'Empire et la rébellion et je pense que c'est volontaire, et on se pose encore des questions sur est-ce que lui va vraiment ou pas rejoindre la résistance. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils vont jouer sur ça, ils vont jouer sur le fait que l'Empire n'est peut-être pas aussi fort et omniscient et omniprésent que pense peut-être la rébellion. Il y a cette phrase qui est assez intéressante, c'est que l'Empire n'arrête pas d'arrêter des gens. Tu vois, ils les mettent en prison, mais ils n'ont plus les capacités pour les mettre en prison. Tu vois, vu qu'il n'y a pas de système de justice ou autre, bah, ils mettent les gens en prison et puis basta. Mais ils n'ont pas les capacités pour le faire constamment. Et ça, c'est un truc qui est relevé par un mec. Tu dis, ok, ce mec-là va en parler. Et ils ont peur. Ils ont peur de dire la vérité à l'Empire. Parce que s'ils disent la vérité, ils vont peut-être se faire tuer. Et donc, il y a une vraie crainte et ils vont tous mentir. Et ça, c'est un truc qu'on a toujours vu dans les régimes fascistes. Ne pas dire la vérité à ton supérieur par peur de te faire tuer. Ou pire, toi, ta famille, des choses comme ça. Donc, j'aime beaucoup ça. Cependant, là, il y a un twist, même un double twist. C'est que du coup, le fait de dire la vérité, bah, ça crée du respect de la part du lieutenant ou général, peu importe, par rapport à cet homme-là. Donc c'est quand même surprenant, et c'est ce que l'Empire veut, la vérité. Et le mec est d'ailleurs félicité par ses confrères. Voilà, t'as dit la vérité, c'est cool, ça nous sauve tous un petit peu. Et en même temps, c'est un espion. C'est l'espion qui a dit la vérité. Donc t'es à un stade où il est en train de risquer sa vie en tant que lieutenant ou peu importe son grade dans l'Empire, et il risque sa vie parce que c'est un espion aussi. Et je trouve ça vraiment génial, important, et ça montre aussi que l'Empire n'est pas imbattable. Et ça, c'est fort aussi. Il y a un vrai apport à la vérité que j'aime beaucoup. Et évidemment, l'épisode 2, moi je l'adore, hein, par rapport au build-up
qui arrive dans l'épisode d'après, mais surtout qui tease beaucoup de choses. Premièrement, Cassian, ce qui est drôle, c'est qu'on le voit apprendre sa légende et on voit à quel point le mec est compétent. Tu vois, il est en mode styliste, sa personnalité change complètement, il fait son jeu d'acteur, en fait, Cassian ici, et en même temps, il commence à critiquer la résistance de la planète. Tu vois, il leur dit, écoutez, je suis suivi, je le sais, ça crée une distraction. Ça crée vraiment quelque chose qui peut nous causer du mal. Il faut arrêter. Et il y a ce plan que j'adore par rapport à cette scène, c'est le plan sur le miroir, parce que Cassian, il est en train de switch entre ces deux personnalités de manière très propre, on va dire, comparé aux autres. Lui, il fait vraiment attention. Et justement, il lui fait, à cette femme, la leçon. Et du coup, tu as deux personnalités de Cassian, d'où ce plan sur le miroir que je trouve génial, et son professionnalisme. Et en fait, lui, il y croit pas, ces histoires du fait qu'ils ont un espion en Cyril qui dit la vérité, parce que Cassian, il connaît l'Empire. Et en fait, on dirait des amateurs par rapport à lui. Et ils sont des amateurs. C'est ça vraiment qui énerve Cassian et c'est ça qui le fait quitter la planète aussi d'après lui. Parce qu'il dit un truc qui est hyper intelligent. Il dit que l'Empire va toujours donner les informations que la résistance veut entendre. Et c'est vrai, sur ça, Cassian, il a 100% raison. Mais en même temps, faut prendre le point de vue des gens de cette planète. Parce que ces gens-là, en fait, ils veulent motiver le peuple à une révolution via un mensonge. Ce fameux édifice qu'ils sont en train de construire, on sait ce que c'est, nous. On sait que cet édifice qui va détruire la planète pour, du coup, l'étoile noire. Nous, on le sait. Mais eux, ils ont des doutes, entre guillemets, ou en tout cas, ils veulent le prouver. Et ils sont en mode révolutionnaire, surtout, tu vois, là, un vieil homme qui veut sauver son peuple. Il se dit, c'est maintenant ou jamais, je dois mourir en sauvant mon peuple. Et Cassian est un peu vexé par rapport à ça, je pense, mais surtout, il les prend pour des gens naïfs, amateurs, parce que pour Cassian, ça doit prendre son temps. Ça ne doit pas arriver tout de suite, cette fin de l'Empire. Et eux, ils vont beaucoup trop vite d'après lui. Et il dit un truc qui est hyper intelligent. Il dit, non mais attendez, il y a 10 ans, on vous a littéralement massacré, marché dessus, et vous n'avez rien fait. Vous n'êtes pas rebellé à l'époque. Alors pourquoi un mensonge d'un truc sur lequel tout le monde a des doutes va changer quelque chose? Et ça, il a raison, c'est assez fort et c'est très dur à entendre de sa part parce qu'il sait que Cassian a raison, mais il veut mourir en étant dans cette rébellion résistance et je trouve ça super touchant. Et en même temps, évidemment, ils sont en train de se faire piéger, c'est ça la vérité. Il dit la vérité, Cassian, il dit vous allez vous faire piéger, vous allez mourir, ça va causer beaucoup de problèmes, vous allez même faire reculer votre cause. Et c'est ça qui est dur, parce que du coup, ça crée une tension des deux côtés. Lui, d'un certain point de vue, il aurait envie d'aider, mais il sait qu'il peut pas. Il sait que c'est un combat perdu d'avance. Et en même temps, ce vieil homme qui est prêt à mourir pour ça, parce qu'il n'y a plus que ça dans sa vie, entre guillemets. Et en même temps, Cyril, ce que j'aime bien, c'est qu'on le voit en train de se rebeller par rapport à sa mère aussi. Du coup, tu dis, attends, il se rebelle par rapport à sa mère, il peut se rebeller par rapport à l'Empire aussi, en théorie. Et il n'arrête pas de critiquer l'Empire. Il y a plein de moments où il dit que l'Empire est en train de mentir. Il est vraiment, de manière très intelligente, critique de ce qui se passe. Mais en même temps, il y a une once de vérité. Parce que oui, il ment pour l'Empire, mais en même temps, il dit la vérité. Et peut-être ça va commencer à l'atteindre, et peut-être il va commencer à en parler. Mais en même temps, lorsqu'il se fait valider par quelqu'un qui est bien plus haut gradé que lui, et c'est intéressant parce que cette séquence-là, c'est le seul pas habillé en blanc. C'est important. Je pense que c'est pas anodin. Parce que les autres sont habillés en blanc, sa femme, le général, lui non. Sauf le blanc ici. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est pas pour rien qu'il est habillé comme ça, comme un rebelle, on dirait, dans cette séquence-là. Même s'il lui dit que c'est le plus beau jour de sa vie, je pense que la chute sera rude. Et si on parle de rebelle, il faut parler du coup de Forest Whitaker, qui arrive du coup dans la série. Évidemment, il était dans Rogue One. Et c'est intéressant parce que eux, c'est un peu les rebelles terroristes, comme on les imagine, entre guillemets. On en parle un peu après de ça aussi. C'est intéressant parce qu'il parle des manières que tu as de mourir en tant que rebelle aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il radicalise les gens. En tout cas, c'est l'une des manières dont il radicalise les gens. Il emprisonne même un mec pour bosser avec lui sur un petit engin un peu bidouillé comme ça. Et c'est justement l'objectif, c'est de l'aider à apprendre à utiliser cette machine pour qu'il gagne en compétences et qu'il fasse grandir la rébellion. Mais en même temps, ils font des choses horribles. Je veux dire, il a emprisonné un mec pour sa cause. Un rebelle, en théorie, si on considère que c'est les bonnes personnes, ne devraient pas faire des choses horribles comme ça. Mais ce qui est intéressant dans Andor, c'est qu'en fait, les rebelles, ils sont en train de tous se radicaliser et ils sont en train de tous faire des choses qui sont dignes de l'Empire. Et ça, c'est un truc qui arrive dans la vraie vie. Il y a des rebelles dans des pays, quand ils sont, je sais pas, colonisés ou sous un état fasciste ou des choses comme ça, qui vont faire des choses qui sont affreuses, horribles pour la bonne cause. Et du coup, ça crée tout un conflit moral où tu dis, ok, on commence à faire du mal, mais pour la bonne cause, pour la bonne chose. Et ça, c'est un truc qui revient constamment dans Andorre. Donc j'aime beaucoup cette histoire-là où tu dis, ok, dans certains points de vue, lui, t'as l'impression qu'il est en train de mentir pour sauver la peau de l'ingénieur, mais il y a un twist par rapport à ça parce que c'est un traître.
Vous voyez un peu les conflits moraux qu'il y a ici dans cette histoire-là? C'est ce que j'aime beaucoup. Et le speech d'ailleurs qu'il y a à la fin dans cette séquence qui est très belle, je trouve, esthétiquement, il est hyper important. Il raconte vraiment ce qu'il ressent et comment il radicalise les gens. Visuellement, c'est magnifique, encore une fois. Et il est fou, il le dit lui-même. Il n'y a pas une personne saine d'esprit qui va lancer une révolution. Et ça, c'est dur à entendre, mais tu le comprends aussi. C'est ça qui est fascinant et qui est fort. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup comment ce jeune ingénieur, entre guillemets, se sacrifie. En tout cas, il sacrifie un peu un code moral qu'il avait à l'époque pour rejoindre cette rébellion parce qu'il s'est fait radicaliser. Et on voit comment ce rebelle stage terroriste recrute des gens et je trouve ça fascinant. Et évidemment, ces 3 épisodes-là build up vers un moment crucial. En tout cas, tu penses que ça sera le meilleur moment des 3 épisodes, mais d'après moi, c'est pas le cas. C'est ce fameux braquage. Il y a un vrai stress du braquage, il le planifie réellement. Encore une fois, les décors sont super, t'es à fond dedans sans problème. Et surtout que maintenant, ils ont rajouté un enjeu émotionnel. Avant, t'avais les résistants et tout, t'étais avec eux, évidemment. Mais en même temps, là, ils ont rajouté ce couple qui s'est enfin mis ensemble, entre guillemets. La tension, on va dire, émotionnelle entre les deux et sexuelle est arrivée à son climax, et je trouve ça vraiment touchant parce que du coup, t'as le délire, voilà, braquage émotionnel pour les personnages, et en même temps, braquage, tension et tout, assez classique. Et on le voit, hein, c'est une séquence vraiment bien filmée, t'as un plan séquence qui est assez bien, je trouve, sur cette boîte qui descend pour montrer comment le braquage est fait, t'es jamais perdu dans la géographie, c'est assez génial. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce sont les alliés eux-mêmes, les gens qui vont aux mêmes réunions, qui se font du mal entre eux. Et ça, c'est une thématique qui revient souvent dans Andor, on l'a vu la semaine dernière, mais au fait, les gens qui sont du même côté, en théorie, sont tellement en train de se chamailler entre eux, au lieu de faire alliance et se battre contre le fascisme, que ça les fait perdre en réalité. Et c'est justement à cause de cette embrouille, on va dire, que ça finit mal. Et il y a du coup une femme qui meurt, voilà, on l'a vu, hein, c'était prévisible peut-être, mais enfin, ce couple se crée, et au final, une femme meurt. Et ce que je trouve assez bien, c'est que le mec qui l'a tué, il se fait complètement rembarrer, il se fait complètement insulter, parce que cette femme, elle a de la haine en elle, de manière totalement légitime, hein, soyons d'accord, parce qu'il a fait une bêtise, il a fait une erreur. Et en même temps, je trouve que ce qu'elle dit, elle est assez fort, parce que elle lui dit, ok, regarde, ce que je viens de faire là, énorme erreur, et ça ne va jamais partir. Tu vas vivre avec ça toute ta vie. Et je trouve ça bien, parce que ça explique sa colère, ça explique le traumatisme qu'il va vivre. Je trouve ça cool, et au fait, c'est le prix de la rébellion. C'est ça. C'est cet échec-là, moral, ces erreurs, mais il faut continuer. Et ça, j'ai trouvé vraiment réussi. Mais c'est là qu'il faut parler un peu, je trouve, de la séquence la plus intelligente de cet arc. C'est du coup le conflit entre Luthen et Cassian. Cassian ne veut pas intervenir sur la planète. Il dit non, ils sont pas prêts, ça sert à rien. Pour la première fois, Cassian refuse du coup Luthen. Et en même temps, c'est là qu'on voit le vrai visage de Luthen, c'est que lui, il s'en fout qu'il soit pas prêt. Lui, ce qu'il veut, c'est la guerre. Si la planète doit brûler, ce qui va arriver, parce que c'est le plan de l'Empire, mais si elle doit brûler en pleine révolution, eh bien, ça va. C'est ok. Il le dit, si la planète brûle, ça sera une lumière qui va se propager dans la galaxie. Ça sera un feu de révolution. C'est un pari qu'il fait là. Il est même pas sûr en réalité. Mais il se dit, ok, c'est une planète de luxe, chic, avec un statut social, il faut qu'elle brûle dans une révolution. Et c'est ça que je trouve fort, et c'est pour ça que je trouve que c'est peut-être le meilleur personnage de tout Star Wars aujourd'hui, parce que c'est clairement un mec extrême, pour le coup. Il fait tout pour la cause. Il est toujours prêt à sacrifier tout ce qu'il peut, dont une planète entière. Genre, c'est quoi la différence entre lui qui veut sacrifier une planète entière versus l'Empire qui veut utiliser l'étoile de la mort? Non mais, vraie question. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'on est face à un mec qui a des fidèles. Cassian est fidèle, pour le coup. Mais il commence à ne plus les respecter. Ça commence à un peu le rendre de plus en plus extrême. C'est-à-dire qu'il voit clairement l'amour entre Cassian et Bix, et c'est pas qu'il se moque un petit peu, mais quand même. Genre, il se dit, attends, tout de même, là, on parle d'un truc sérieux, la rébellion, il y a une cause importante, ton amour avec ta copine, on s'en fout un petit peu, quoi. Genre, il commence à se méfier de Cassian, parce qu'il sent que Cassian va plus l'écouter à cause de Bix. Et c'est ça qui est fort pour lui, c'est que la rébellion compte plus que tout pour lui, au point de tout sacrifier. Vraiment, c'est ça qui est touchant, c'est ça qui est fort. Et en même temps, quand il va voir Bix, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que Bix n'est pas en état. Il voit que Bix dépend de Cassian, parce que la réaction de Bix lorsque Luthen arrive, elle pense que Cassian est mort. Donc elle pensait clairement à Cassian. Et lui, il veut pas de ça. Lui, il veut pas d'un couple. Lui, il veut pas que les gens pensent d'abord à eux-mêmes, à leur couple, plutôt qu'à la rébellion. Lui, il veut des soldats prêts à se sacrifier. Et ça, il commence à le perdre, en tout cas avec Cassian et Bix. Et je pense qu'il y aura un vrai conflit entre Cassian et Luthen par la suite, et ça qui va être fascinant et fort. En même temps, il y a l'aspect où il est pas en bonne santé, il est drogué et tout. Mais lui, ce qui le dérange réellement, c'est l'amour. Et en fait, si tu te bats pas pour l'amour, pourquoi tu te bats? Donc c'est pour ça qu'en fait, on dirait un protagoniste,
mais il est moralement très corrompu aussi. Et c'est pour ça, je trouve que c'est peut-être le meilleur personnage de la saga, parce qu'il est tellement conflictuel, parce que tu as envie de le suivre. En même temps, il est hyper extrême, mais de manière morale. Tu sais, c'est un manipulateur, contrairement à Saw Gerrera, le personnage de Forest Whitaker, qui est plus extrême, mais d'un point de vue physique, presque, tu vois, avec des grands speeches et tout. Lui, il manigance. Lui, il ment. Lui, il y a des conspirations et tout. Et j'adore ce personnage-là. Et j'adore l'embrouille qu'il a avec Cassian, où il dit... Cassian, nous on n'est pas des droïdes, on est des humains. Et c'est ça qui est important. Il explique tout avec ce speech-là. D'ailleurs, si on parle de speech, on est retourné dans la scène de ce fameux speech de la saison 1 qui était génial. Cette phrase où il dit que je ne verrai jamais ce coucher de soleil que j'essaie justement d'organiser, entre guillemets, je sais plus c'est quoi la citation exacte, mais c'était un super speech. J'ai massacré la citation, navré. Mais en tout cas, il est pressé parce qu'il sait ce qui arrive. Il sait que l'étoile noire arrive. Et si l'Empire a l'étoile noire, c'est fini. C'est pour ça qu'il est pressé. Et je trouve que cette séquence-là est un bon rappel au discours. Et surtout... J'adore, encore une fois, il n'a jamais sa perruque quand il est sérieux, entre guillemets. Mais surtout, c'est lui qui est fascinant. Lui, il a des balls de ouf. Lui, c'est le courageux le plus extrême de la série. Lui, c'est un espion de la Gestapo. Lui bosse pour la Gestapo, c'est un espion, et il galère de ouf. Parce que lui, il doit se chier dessus tous les jours, contrairement aux autres. Et je trouve qu'il a un courage de fou. Et c'est ça qu'il faut aussi dans la série. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu dis, ok, comment ils vont utiliser ce personnage-là, qui va sûrement revenir par la suite. Ils vont créer une scène assez dingue par rapport du coup à l'Empire qui est en train de fouiller, trouver des micros un peu à droite à gauche parce qu'ils savent que la rébellion existe. Du coup, ils vont mettre ce mec-là et plein d'autres personnages dans une situation avec Luthen, avec Moff Ma et avec Krennic. Ben Mendelsohn, encore une fois exceptionnel. Il y a tout un discours par rapport à lui et Moff Ma. Tu vois clairement qu'il veut mettre une claque ou même tuer Mon Mothma parce qu'ils sont pas du tout d'accord, mais il peut pas. Tu vois, il y a encore cette fragilité, entre guillemets, de l'Empire par rapport au Sénat, un petit peu tout de même. Parce que s'il tue une sénatrice, c'est extrêmement mal vu. Et ça pourrait déclencher une rébellion, évidemment. Mais il y a cette phrase qui est assez folle, et il se moque d'ailleurs de cette phrase. Il dit, d'accord, pour toi, c'est un rebelle, pour nous, c'est un terroriste. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, il a raison, il a carrément raison sur ça. Et il se moque de cette phrase-là, mais oui, dans des endroits, bah, pour certains, il y a des mouvements de résistance, c'est pas des terroristes, c'est des mouvements de résistance. Donc c'est assez fascinant de parler de ça, et en même temps, je trouve que la scène, là, entre les personnages, l'enjeu, cette femme-là, et du coup l'espion de cette fameuse Gestapo, entre guillemets, elle est hyper stressante, parce que c'est un truc tout bête, ils discutent, elle doit juste tourner un truc en bas, mais elle n'y arrive pas, au point où elle saigne, et ça crée un vrai stress, une vraie tension, parce qu'en fait, l'ennemi principal est là, et c'est plus dangereux, entre guillemets, qu'un braquage, parce que s'ils se font découvrir, ils seront pas au courant. Ils vont se faire découvrir au fur et à mesure. Tu vois, le braquage, bon, voilà, on te capte, tu meurs. Là, ça peut durer. Et ça, je trouve que c'est hyper stressant. La scène était géniale. Tu t'alternes entre le braquage et cette séquence-là. C'est d'après moi assez brillant. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi ça. Et tu dis, ok, là, t'as Krennic qui pose une question à cette femme. Il lui dit, ok, explique-moi. Et t'as quand même un artefact qui est basé sur le toucher. Mais elle saigne d'une main. Du coup, bah, comment il peut expliquer un truc qui est basé sur le toucher si elle saigne? Ça va se voir, il va poser des questions, c'est cramé. Et c'est là que c'est intelligent parce que du coup, elle redirige vers l'espion. Et ça, c'est génial parce qu'en réalité, bah, l'espion est au courant maintenant parce qu'il a entendu le speech et tout, mais en fait, il n'écoutait pas vraiment non plus parce qu'il était concentré sur le truc. Donc, ça crée une tension qui est assez folle et je trouve que la série le fait extrêmement bien et cette séquence était géniale. Je veux dire, c'est pas l'arc prison d'Andorre, hein, évidemment, mais ils sont tellement forts en termes de scénario, de mise en scène, de créer ces petits moments qui ont tellement de couches différentes. C'est génial. Et j'adore la fin de cet arc narratif avec du coup Bix qui se venge enfin du coup de ce fameux docteur qui lui a fait beaucoup de mal. Tu dis, ok, c'est une erreur fatale, ça va la tuer. À cause de ça, elle va mourir. Ça, il fallait évidemment pas le faire. Ça, c'est un assassinat contre un mec de l'Empire. Il fallait évidemment l'éviter. Tu dis, ok, c'est fini, c'est mort. Mais tu ressens un vrai réconfort lorsque tu vois Cassian avec elle. Tu dis, ok, elle va tuer son couple, elle va se tuer, mais non, Cassian est avec elle. Et là, Cassian, il a changé pas de bord, hein, parce qu'il n'est pas avec l'Empire, mais il s'est dit, ok, maintenant on arrête, mon allégeance, elle est à elle, et non pas mon allégeance à, du coup, Luthen. Et ça, j'ai trouvé beau, touchant, et je vais être déprimé quand elle va mourir, parce que c'est sûr qu'elle va mourir. On sait que dans Rogue One, elle est pas là, elle va mourir. Je pense que je vais chialer. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Encore une fois, c'est mortel, hein, Andorre. Moi, j'ai rien à dire, j'adore, je trouve ça génial, je trouve ça brillant, je trouve ça vraiment intelligent. J'espère que j'ai pu en parler de manière assez juste. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Spotify, vous avez toutes les vidéos. TikTok pour des TikTok, Reel aussi sur Instagram ou même des lives sur Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.